Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité et Investissement dans laquelle on va parler de la taxation sur la nationalité française, sujet très en vogue surtout lorsque les élections présidentielles se rapprochent. Nous vous rappelons que ce week-end aura lieu notre conférence sur Trump et ses $750 d'impôts. Si vous voulez la rejoindre, rien de plus simple, il suffit de suivre le lien qui est dans la description. Vous trouverez également dans la description le lien de notre Discord, qui est le premier Discord dédié à la fiscalité en francophonie, où il y a plus de 1000 membres. Pour le rejoindre, c'est gratuit également. Il suffit de renseigner votre adresse mail pour recevoir par mail votre invitation mail. Donc faites en sorte de renseigner une bonne adresse mail. Donc, revenons sur le sujet de la taxation sur la nationalité. C'est un grand argument juridique qui va être utilisé notamment par des vendeurs de formation qui copient des formations américaines, notamment celle de nomades capitalistes, qui parlent beaucoup de second passeport, de seconde nationalité. C'est normal, lui il est américain, il est taxé sur son passeport s'il n'a pas renoncé à sa nationalité. La taxation sur la nationalité est une peur brandie pour justifier notamment un module passeport dans leur formation et notamment certaines vidéos, comment avoir un passeport en Monténégro, en Géorgie, en Turquie. Bref, à l'heure du Covid-19, avoir un passeport français, un passeport belge, un passeport portugais, un passeport espagnol, c'est une force. Car si vous avez le moindre problème à l'étranger, qu'il soit sanitaire, qu'il soit géopolitique, une guerre par exemple, vous êtes sous la protection consulaire de grands États. Si vous avez un passeport de la Barbade, je ne sais pas quels sont les services consulaires à la Barbade. C'est peut-être 3 mecs qui sont en train de boire une pina colada ou un rhum arrangé sur la plage, ou les services consulaires des Comores, vous ne savez même pas le placer sur un planisphère, ou 0,01% vont savoir le faire, ou encore le Vanuatu, vous ne savez même pas dans quel hémisphère, si c'est dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Je ne pense pas que leurs services consulaires, ils vont vous extrader facilement en cas de gros conflit. Donc, même si nous entendons notre cher ami Jean-Luc Mélenchon brandir l'idée, on sait qu'il va se représenter en 2022, il fait partie des gens qui font que perdre, mais qui n'ont jamais suffisamment de défaites, donc ils ont besoin de se représenter. Une expression dit que c'est à ça notamment qu'on reconnaît les bip-bip, c'est qu'ils tombent toujours. Même s'il peut brandir l'idée, juridiquement, la mise en place, ça va prendre plusieurs années minimum, voire une décennie. Cependant, d'un point de vue culture générale, il faut savoir que l'idée avait été également évoquée par Sarkozy lors de la campagne de 2012, mais uniquement en cas d'exil fiscal, c'est-à-dire vous partez juste pour plus payer d'impôts. Chose clairement très difficile, voire impossible à prouver pour l'administration fiscale qui avait la charge de la preuve, et qui a toujours la charge de la preuve. Et puis à l'autre bout, ils font tout ce qu'ils peuvent pour se sauver, carapater à la première occasion, partir en Suisse ou ailleurs ou en Belgique. Alors ça, évidemment, pour eux, la fête est finie avec moi, puisque j'établirai la taxation différentielle. C'est un truc que les Américains ont inventé, ils se font respecter, vous savez, ils téléphonent dans les banques françaises et ils exigent des banques qu'elles disent quand il y a un soupçon d'américanitude. Donc un Français est taxé partout dans le monde, où qu'il soit, sur tous ses biens. Alors il est taxé de la façon suivante, alors pas non plus. Grosso modo, la taxation différenciée, c'est que si vous partez à l'étranger, que vous payez moins d'impôts qu'en France, vous payez le supplément entre ce que vous auriez payé si vous étiez en France et ce que vous avez payé. Grosso modo, vous auriez dû payer 100 000 € en France, vous payez 10 000 €, vous payez 90 000. C'est ça la taxation différenciée, mais c'est la taxation sur la nationalité. Maintenant, nous allons voir pourquoi cette taxation sur la nationalité va être très difficile à mettre en place. Et on va parler d'un point de vue juridique, et on va voir que cela se divise en 3 causes principales. La première cause, ça va être la présence des conventions internationales et le caractère supranational dans la hiérarchie des normes des traités internationaux. Le deuxième point va être le droit européen et les grandes libertés européennes. Et on verra en troisièmement que même si ce n'est pas tellement une taxation territoriale, une taxation sur la nationalité, l'Italie et le Portugal, 2 pays européens, ont trouvé une voie intéressante qui n'est pas à exclure au niveau français dans un avenir proche, même si la jurisprudence française apporte déjà des éléments en ce sens. On le verra à la fin. Donc, il faut savoir que si la France, elle modifie sa législation, elle va devoir renégocier l'ensemble des conventions fiscales avec l'ensemble des pays. Cela peut prendre du temps, cela prendra du temps,
énormément de temps. Si la législation française rajoute à son 4B du Code général des impôts, le 4B du Code général des impôts, c'est les critères de résidence fiscale en France, le centre des intérêts économiques, le foyer ou le lieu de séjour habituel, et l'exercice d'une activité professionnelle, plus ce qui a été rajouté très récemment, c'est PDG d'une grande entreprise française avec un certain chiffre d'affaires. Mais cela ne concerne pas les dropshippers pour l'instant, je pense. Si elle rajoute, les personnes de nationalité française sont des résidents fiscaux français. Elle pourrait rajouter ça ou doivent payer l'impôt qu'ils auraient dû à la France si c'est Mélenchon qui passe. Les conventions fiscales internationales, elles feraient obstacle à l'application. Et en raison de la supranationalité des normes internationales, c'est prévu à l'article 55 de la Constitution française qui dit que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. Qu'est-ce que cela veut dire en résumé ? Cela veut dire que si une convention fiscale vous dit que vous n'êtes pas résident fiscal en France, la législation française... elle vaut même pas le papier sur lequel elle est écrite. D'où l'importance de comprendre et savoir lire ces conventions fiscales internationales. On voit nos concurrents qui n'en parlent même pas dans leur programme. C'est pourtant un élément important, parce que je pense qu'on y passe environ 2 heures dans le programme Borderless Entrepreneur, mais les autres considèrent que c'est facultatif. Mais bon, il faut les pardonner, hein. Ils n'ont pas de pratique, donc ils ne peuvent pas savoir tout ça. Peut-être qu'en voyant cette vidéo, ils décideront d'en rajouter. À l'inverse, les États-Unis, pour les États-Unis, d'un point de vue norme, un traité international n'a pas forcément de valeur supralégislative si le Congrès américain le décide. C'est-à-dire que si par exemple, il décide une loi peut avoir une valeur égale ou supérieure à un traité international, pour faire simple. Le droit européen. Le droit européen, il faut savoir qu'il garantit les grandes libertés, notamment la liberté d'établissement qui va être prévue aux articles 49 à 55 du TFUE pour traité de fonctionnement de l'Union européenne. Ce droit ferait obstacle à l'application d'une telle taxation car il serait créateur d'une entrave à la liberté d'établissement et les droits européens est supérieur au droit national également. Donc, même si la France place une taxation sur la nationalité, elle ne serait pas applicable si vous vivez en Europe. Cependant, cette dernière serait valable en dehors de l'Europe. Donc si vous êtes au Panama, si vous êtes en Thaïlande, cela serait possible. À Dubaï également. Ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'une entrave ? Une entrave, c'est une contrainte. C'est une contrainte d'un point de vue juridique. Ça a été décidé ça a été notamment rappelé dans une affaire qui s'appelle, c'est une affaire de la Cour de justice européenne, qui s'appelle l'affaire Inspire Art, qui était une entreprise de droit anglais qui avait une succursale aux Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, lorsque vous étiez une succursale d'une société étrangère, vous deviez mentionner comme quoi vous étiez une société étrangère sur tous les documents pour éviter que les gens se fassent avoir. Même s'il n'y avait aucun avantage, mais qu'ils le mettaient. C'était juste une mention à rajouter sur le registre de commerce. Cependant, ils ont considéré, la Cour de justice européenne a considéré que cette mention sur le registre de commerce des sociétés, le fait de rajouter comme quoi vous êtes une branche d'une société étrangère qui est de surcroît européenne, car la société Inspire Art, c'était en Angleterre de mémoire, c'est une entrave à la liberté d'établissement. Donc, une telle législation qui empêcherait les gens de partir librement, de s'installer librement dans un autre pays, car effectivement, il serait taxé pareil, pourrait être considéré comme une entrave, et serait sans doute considéré comme une entrave. Et il y aurait le principe de sauvegarde européen, principe de sauvegarde qu'on retrouve notamment dans les règles CFC, de droit français, de droit européen. Bref, on ne va pas y rentrer dedans, sinon la vidéo va être trop longue. En résumé, pour que la taxation sur la nationalité passe en France, il faut avoir Mélenchon au pouvoir, probabilité entre 0 et 0,01%. Il faut qu'il passe le premier tour et le second tour. Il faut renégocier l'ensemble des conventions fiscales sur la durée du quinquennat de Mélenchon. Probabilité moins 15%, parce que renégocier 170 conventions fiscales, il va avoir du boulot, le ministre des Affaires étrangères. Donc, il faudra que Mélenchon soit réélu une seconde fois. Probabilité supérieure d'avoir une licorne de compagnie et de vendre des croquettes pour dragons en dropshipping. Et il faudra également sortir de l'Union européenne pour que la règle soit pleinement opérationnelle. Tu l'auras compris,
il est plus utile que tu te concentres sur ton business que de regarder des vidéos sur l'obtention d'un second passeport et t'intéresser à ce genre de problématiques en pensant que cela te permettra d'échapper à la fiscalité. Généralement, ces infopreneurs, comme on l'a dit à titre introductif, ils s'inspirent des Américains pour compléter leur recherche Google sur la fiscalité d'un petit coup de Google Translate sur la formation des Américains. Les Américains ont un intérêt, car c'est dans la législation et ça existe depuis toujours. Pas un Français, du moins pas dans l'immédiat ou dans les 10 prochaines années. Ces formateurs devraient sortir une formation, la Google Mastery, comment devenir un pro d'un domaine que nous ne connaissons pas en utilisant seulement Google. Ça pourrait être utile, ça pourrait se vendre, je pense que ça pourrait se vendre. Et je suis sûr qu'ils seraient capables de le vendre parce que c'est des très bons marketeurs et ils sont très très bons, ils seraient persuadés de pouvoir vous apporter une valeur ajoutée. On va également se concentrer sur l'hybride portugais et italien. À titre de conclusion, ces deux pays ont une disposition très particulière dans leur législation qui pourrait se retrouver dans la législation française, même si la jurisprudence donne déjà une piste en ce sens. Le modèle italien prévoit que selon l'article 2 bis du Code italien des impôts sur le revenu, un citoyen italien est présumé être un résident fiscal en Italie dès qu'il se fait radier du registre municipal de la population et déplace sa résidence vers un territoire ou État considéré comme fiscalement privilégié selon la législation italienne. La présomption est gagnée si le contribuable démontre, il y a ce qu'on appelle une inversion de la charge de la preuve, que la résidence dans ce territoire État est effective. Donc, c'est quasiment une taxation sur la nationalité pour les personnes qui partent dans des paradis fiscaux. Un mec qui irait au Panama avec une LLC par exemple, même si vous me direz qu'une LLC tout en étant au Panama, vous n'êtes pas à 0%, donc c'est peut-être pas fiscalement privilégié, mais dans la tête de certains, ça l'est. Le modèle portugais prévoit qu'un particulier est qualifié de résident du Portugal s'il est ressortissant portugais qui transfère sa résidence fiscale dans un pays, un territoire ou une région soumis à un régime fiscal nettement plus favorable, figurant sur une liste approuvée par arrêté ministériel du membre du gouvernement responsable de l'impôt, sauf s'il prouve que le changement est motivé par une raison valable. Donc, ces deux modèles à mon avis, je ne serais pas surpris qu'on les retrouve dans la législation française. C'est un modèle hybride qui permettrait de calmer un peu Mélenchon, même s'il trouverait autre chose à dire, mais qui s'y trouve déjà indirectement. Quand on dit des expatriations qui vous laissent résidents fiscaux français, ça existe plus ou moins, mais là, ça serait automatique et ça éviterait que ça serait sans discussion. C'est une disposition qui pourra se retrouver dans la législation française, même si quand on dit juridiction, c'est les décisions, c'est les cours d'appel, ont tendance à l'utiliser plus ou moins sous une forme différente, et ce depuis 2015. C'est également pour cela, en connaissant cette règle, que nous avons introduit l'ensemble des dispositions pour faire échec si elles se retrouvaient dans la législation française. Dans le programme Borderless Entrepreneur, on a déjà pris en compte cette règle. Parce que, en prenant en compte cette règle, vous sécurisez votre résidence fiscale, vous gagnez en liberté. Et ce qu'on ne veut pas, c'est des personnes qui se retrouvent prisonniers avec un calendrier qui compte leurs jours. Et notamment, on a fait 2 précisions importantes concernant ceux qui souhaitent s'expatrier en Principauté d'Andorre et en Estonie, où il faut être très prudent, où il faut mettre en place des stratégies correctes. Mais, comme on le dit, nous, c'est notre spécialité, la fiscalité internationale. C'est pour ça qu'on connaît les règles portugaises et italiennes. C'est pour ça que c'est peut-être la première fois que vous en entendez parler. Parce que personne s'y intéresse et que les seules personnes qui s'y intéressent sont des gens qui n'ont aucune compétence et que peut-être l'Américain, Andrew Anderson, il ne sait pas où est l'Italie ou où est le Portugal. J'en doute, mais ça, c'est important. Dans le programme, on étudie toutes les règles de résidence fiscale, justement pour mieux les comprendre. Et de cette manière, on peut voir ces règles. Donc, on vous invite à rejoindre le programme Borderless Entrepreneur si vous voulez avoir un programme qui va être pionnier en matière de fiscalité internationale, en matière de création de sociétés à l'étranger, en matière de structuration internationale et en matière d'expatriation. C'est le programme des entrepreneurs qui gagnent de 10 000 à plus de 100 000 euros par mois. Ce n'est pas pour rien qu'ils choisissent ce programme. On vous souhaite une bonne journée et on se retrouve, on l'espère, dans la conférence ce dimanche. Ciao, ciao.